Le retournement du marché immobilier est-il vraiment bien engagé? Bonjour Marc. Bonjour David. Bon, il n'y a pas le feu au lac quand on regarde les statistiques. Non mais c'est vrai. J'aime bien cette expression. Non mais il n'y a pas le Ça feu me au rappelle mon lac. enfance. Ça me rappelle mon enfance. Non mais je sais que vous, c'est plutôt pessimiste sur le marché immobilier, mais quand on voit les chiffres des notaires, les notaires c'est des gens sérieux, ils bossent. Ouais, bah oui. Les prix sont en hausse au troisième trimestre dans l'enceinte de 6,4%. Ok, ça ralentit, on était à 6,8% au deuxième trimestre, on était à 7,3% au premier. Mais c'est pas un crack, Marco. Oui, non, attendez. Non, mais il y a deux choses. Déjà, je ne suis pas pessimiste sur l'immobilier. J'arrête pas de dire que c'est le meilleur investissement sur le long terme, avec les actions. Donc, si dans ma vie privée, entre guillemets, j'arrête pas de conseiller à tous les jeunes, acheter de la bien immobilier. C'est la première chose qu'il faut acheter dans sa vie. Donc, non, l'immobilier, c'est une valeur sûre, sur le long terme, bien entendu. Mais je ne suis pas pessimiste, je suis aussi réaliste. Par contre, c'est vrai qu'il y a des phases, je dirais, de bulle et de crack. Alors, c'est vrai que quand je l'annonce, par exemple, baisse des prix de 15% de l'immobilier, on me dit « Ah, mais vous l'avez dit déjà en 2008 ». C'est vrai. Mais en 2008-2009 jusqu'en 2010, les prix ont baissé de 15% dans l'ancien. Sur 3 trimestres. Eh bien oui. Donc pourquoi? Parce qu'on avait été trop loin par rapport à la réalité économique. Pareil en 2015. Ça n'a pas duré longtemps. Oui, mais encore une fois, c'est cyclique un marché. Après, ça a redémarré. Effectivement, en 2015, ça a rebaissé. Et puis, mais aujourd'hui, les prix ne baissent pas. Il y a un ralentissement de la hausse. Il y a un ralentissement de la hausse. Ça dépend. À Paris, les prix baissent. Là, encore une fois. Oui, mais tout le monde ne vit pas à Paris. Non, bien sûr. Quand je dis Paris, vous avez raison. Paris et les grandes villes. Bordeaux, Lyon, ça baisse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire les villes où justement ça avait le plus augmenté, c'est en train de baisser. C'est normal parce qu'il y a eu en fait une sorte de déport où beaucoup d'investisseurs ou même de particuliers se sont dit bon, moi je veux plus habiter à Paris, Hidalgo, tout ça, tous ces trucs-là, j'en peux plus, je vais aller en province, je vais aller dans un petit village, etc. Bon, donc ce qui est incroyable, c'est que les petites villes de province, même des villages, ont vu leurs prix flamber. Donc dans la moyenne nationale, évidemment, ça fait que les prix ne baissent pas. Mais sur l'essentiel du marché, il est complètement figé aujourd'hui ce marché. Pourquoi les prix ont continué d'augmenter? Si on me dit, mais vous l'avez dit en 2018-2019, je suis désolé, je ne pouvais pas anticiper le coronavirus et surtout la gestion qu'on en a faite. Qu'est-ce qui s'est passé après le coronavirus? C'est qu'on a donc baissé les taux d'intérêt à zéro et on a eu bien sûr les taux d'intérêt négatifs sur la dette publique française. Donc les taux d'intérêt des crédits se sont effondrés, notamment sur le secteur immobilier. Et c'est ça qui a permis de relancer le marché. C'est-à-dire que même si vous n'aviez pas de revenus, ou très peu ou pas assez, c'était pas grave la hausse des prix, puisque comme les taux d'intérêt étaient très bas, vos remboursements mensuels étaient très faibles. Donc ça a très bien fonctionné. Et donc derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu cette remontée des prix, malgré la faiblesse des revenus, malgré également l'inflation qui rend les pouvoirs d'achat. Seulement maintenant, toutes les bonnes choses ont une fin, entre guillemets, c'est que les taux d'intérêt ont augmenté. C'est-à-dire qu'on a arrêté la planche à billets très nettement. Et donc aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est que les ménages français se sont un petit peu mis en danger. C'est-à-dire que le taux d'endettement des ménages, qu'on appelle donc l'encours de crédit des ménages par rapport à leur revenu disponible, est monté, chiffre de la Banque de France, à plus de 102%. C'est un plus haut historique? C'est un plus haut historique. Pour donner un exemple, dans les années 2000, on était à 55%. Oui, et on était bons élèves à l'époque. Et voilà, exactement. Non, mais là, encore une fois... Et si on se compare par rapport aux autres, aux Européens, aux alors, Américains? C'est ça le problème. Ce qui compte, c'est que tout dépend, encore une fois, aux États-Unis c'est près la même chose, mais nous, les Français, on n'est pas habitués à cela. Donc on s'est quand même mis en danger de ce qu'on veut. Mais quand on est endetté à taux fixe, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, mais quand on s'endette trop, qu'est-ce qui peut se passer? Si jamais demain vous avez un revers de fortune, vous tombez au chômage, vous avez moins de revenus, l'inflation qui rend votre pouvoir d'achat, vous ne pouvez pas rembourser vos emprunts. Comment vous faites? Vous passez au plan B, vous vendez la maison, vous vendez l'appartement, et donc là ça fait des biens sur le marché. Donc ça fait baisser effectivement les prix. Donc c'est en train de se produire aujourd'hui. Et alors encore plus grave, c'est que comme aujourd'hui, ce qui est visible, ce sont les baisses des volumes de transactions. Oui, encore une fois, il faut prendre les agences spécialisées, on ne va pas donner de nom, mais enfin, les professionnels de l'immobilier vous disent aujourd'hui eux-mêmes, même les notaires commencent à vous le dire. C'est que on vient après, les prix, on a eu des années records sur 2020, 2021, etc. Mais bien sûr, mais justement, c'est pourquoi, encore une fois, ça ne remet pas en cause la bonne santé à long terme de l'immobilier. Par contre, à court terme, il faut payer les factures. C'est-à-dire qu'à court terme, il faut dégonfler les bulles. Donc à partir de là... ça coûte plus cher de s'endetter pour s'acheter un bien immobilier, et puis les banques, selon vous, vont prêter moins. Mais quand on voit les chiffres de la Banque de France, la production sur l'ensemble de l'année 2022 devrait être supérieure à celle de toutes les années précédentes, hormis l'exception historique de 2021. Il n'y a pas d'effondrement dans la production de crédit. 2022, encore une fois, mais c'est une moyenne annuelle. C'est sur l'ensemble de l'année. La première partie qui a été bonne, à partir du second semestre, c'est un peu plus compliqué. Et là, pour 2023, c'est très simple. Si les banques prêtent moins aussi, c'est parce qu'il y a moins de demandes aussi. Ça aussi, mais surtout, c'est très simple, il y a ce qu'on appelle le coût du risque. Vous savez que j'étais chef économiste d'une grande banque, et je conseille beaucoup de banques aujourd'hui. Donc quand une banque, en fait, elle octroie des crédits, elle a ce qu'on appelle le coût du risque. Donc quand les taux d'intérêt, effectivement, augmentent, donc le coût du risque augmente. Quand il y a des défaillances, le coût du risque augmente. Donc
La banque, elle se dit, oulala, là, on a un coût du risque qui est en train d'augmenter, donc on ne peut pas prendre autant de risques que d'habitude. C'est-à-dire, on ne peut pas octroyer autant de crédit que d'habitude. Ce n'est pas du crédit crunch, c'est du rationnement rationnel du crédit. C'est-à-dire que, encore une fois, parce qu'on demande aux banques aussi d'être sérieuses, on se rappelle des Lehman Brothers, donc on ne veut pas qu'elles fassent n'importe quoi. Donc mécaniquement, il ne faut pas octroyer autant de crédit que par le passé. Et ça, c'est vrai pour les entreprises ou pour les ménages. Et d'ailleurs, petit conseil, c'est là où vous voyez les bons banquiers. Parce que quand tout va bien, tous les banquiers sont bons, si vous voulez. Par contre, quand ça va mal, c'est là où vous voyez les bonnes banques. Je ne vais pas donner de nom, mais enfin, il y en a certaines qui sont mieux que d'autres, qui accompagnent mieux leurs clients. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui veut dire que entreprise et particulier. Donc, c'est là où on va faire le choix entre les bonnes banques et les moins bonnes banques. Donc, 10 à 15% de baisse des prix, c'est tout à fait possible pour vous? Oui, ça a déjà commencé à Paris. Encore une fois, je reprends Paris parce que c'est un marché qui est normalement assez liquide. Et là, on voit bien que les prix sont en train de baisser assez nettement. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis. On a ce problème où on était à presque 11 000 € du mètre carré à l'été 2021. Là, actuellement, on est autour des 10 000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en arrivant là, à l'émission, parce qu'on peut le dire, c'est l'émission soit à Boulogne, je voyais une agence immobilière, je voyais un bien à moins de 8 500 € le mètre carré à Boulogne. On était à plus de 10 000 il y a un an et demi. Encore une fois, c'est des micro-exemples. Tout ça pour dire qu'on ne veut pas dire ce qui est en train de se passer, mais c'est en train de se passer. Et encore une fois, ce n'est pas grave. Parce qu'une fois que les prix ont baissé, après, on resolvabilise la demande. C'est-à-dire qu'il y a des ménages qui ne pouvaient pas acheter, parce que les prix étaient trop élevés. Maintenant, notamment les jeunes, ils vont pouvoir acheter parce que les prix ont baissé. Donc en espérant que les taux d'intérêt arrêtent d'augmenter. Mais il y a un graphique qui est incroyable que j'ai fait, excusez-moi, que j'ai mis dans mon dernier livre aussi. Reset. Reset 2, qui effectivement, c'est la corrélation entre les taux d'intérêt et les prix des logements. Et ça marche formidablement bien. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt augmentent, quelques mois après, tac, les prix des logements... Il y a une symétrie inversée d'ailleurs qui est assez incroyable. Voilà, d'ailleurs, les taux d'intérêt, je les ai mis en échelle inversée. Donc vous voyez que là, par exemple, la hausse des taux d'intérêt, vous voyez, donc ça vous montre ce que vont faire les prix des logements. Et donc c'est au moins 10 à 15% de baisse. Après, évidemment, tout l'enjeu, c'est la suite. Il faut qu'on sorte quand même de la récession assez rapidement pour éviter qu'il y ait trop de sinistralité et qu'à ce moment-là, les ménages puissent revenir à l'achat sur l'immobilier. C'est une opportunité quelque part. De toute façon, encore une fois, les crises sont des phases d'opportunité. Donc ceux qui ont du cash aujourd'hui ou qui ont le moyen de s'endetter, il n'y en a pas beaucoup. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'endetter, qui veulent acheter, qui ne peuvent pas. Parce que, encore une fois, elles n'ont pas les crédits. Même des personnes qui ont des revenus réguliers, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué. Par contre, ceux qui ont un peu de cash, c'est clair qu'ils vont faire des bonnes affaires, malheureusement, entre guillemets, pour ceux qui vont perdre des affaires à partir de, je dirais, dans les 6 prochains mois. Donc, 2023 sera également une année d'opportunité pour le marché immobilier. Pour finir sur une note positive. Toujours. Merci beaucoup. Salut Avec Marc. plaisir. Bonne fête et bonne année 2023. Merci. Salut. Bye.